Toujours en pleine. Bonjour à tous. Enfin, re. Enfin, non, re pour moi, mais bonjour à vous, parce que c'est notre vidéo. On se retrouve pour une petite actu juridique. Je suis tombé sur un article l'autre jour et je l'ai mis de côté. Et je pense que, je sais pas, j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus longue, un peu plus poussée. J'essaierai de trouver les jugements, un peu les affaires. Ceux qui ne le savent pas, je suis juriste et spécialisé en immobilier en plus. Donc moi, je trouve ça assez marrant comme article. On se lit ça. Achat immobilier. Quand l'acheteur trompe le vendeur. Entre la promesse unilatérale de vente et la signature de l'acte authentique, l'acquéreur d'un bien occupé verse une somme d'argent au locataire afin qu'il parte. 3 ans plus tard, le vendeur l'apprend et réclame une indemnisation. Alors, bon déjà, pour tous ceux que j'ai perdus, on est donc dans un cas où vous avez une personne qui veut acheter un bien immobilier. C'est un appartement qui vaut très cher, on va le voir plus tard. Donc, donc il cherche et il tombe sur une annonce. Donc il discute avec le vendeur et le vendeur lui fait une offre. Il lui dit, écoute, je te fais une promesse unilatérale de vente, donc une PUV. Tu as 2 mois où je maintiens mon prix. Et ensuite, on va signer l'acte authentique, donc c'est-à-dire la vente. Pendant ce temps, l'acquéreur va aller voir le locataire de l'appart, lui faire un chèque et lui dire, écoute mon gars, si tu pars, je te file de la thune. Ils font la vente et une fois que la vente est faite, le vendeur n'est pas content parce qu'il aurait voulu vendre son bien bien plus cher. On en reparle. Donc, lors d'une transaction immobilière, il arrive que le vendeur dissimule à l'acheteur les défauts de son logement. Voisin gênant, locataire insolvable, vous allez payer un ravalement de façade dans 1 an, il y a des termites, non ça vous êtes obligé, mais voilà, il y a des dégâts des eaux, on n'aime pas trop en parler, ce genre de choses. Il arrive aussi, plus rarement, que ce soit l'acquéreur qui trompe le vendeur, comme le montre l'affaire suivante. Le 5 octobre, Madame Xavier s'engage à céder à Monsieur Johan au prix de... les arrêts privés, c'est toujours anonymisé, mais c'est pour ça que là, on va partir là-dessus. Donc, Madame Xavier s'engage à céder pour 1,1 million d'euros un appartement occupé par un locataire. La Chambre des notaires estime le bien à 1,4 million d'euros s'il était libre. Mais là, il y a un locataire, donc le bien vaut moins, apparemment. Monsieur Johan se donne jusqu'au 12 janvier 2012 pour se décider. Il lève alors l'option de la promesse de vente. La vente est conclue aux conditions prévues dans la promesse le 17 janvier 2012. Donc voilà, le temps standard. 3 ans plus tard, dans le cadre d'une succession, Madame Xavier est amenée à faire des recherches auprès de la conservation des hypothèques. C'est là où quand vous faites des ventes immobilières, elles sont toutes enregistrées. Elle découvre alors que dès le 26 avril 2012, Monsieur Johan a revendu, libre de toute occupation, la chambre de bonne et le débarras qui était attaché à son logement. Ok, donc la chambre de bonne à 1 million. Donc là, on remet le fil. En octobre, promesse de vente. En janvier, il lève l'option. Il achète mi-janvier. En avril, il a déjà revendu le bien. Elle apprend alors que le 23 novembre 2011, soit entre la PUV et la levée d'option, M. Johan a signé un protocole de résiliation amable avec le locataire. Celui-ci, en échange de la somme de 100 000 euros,
et à la condition que la vente se réalise en janvier, s'est engagé à quitter le bien le 31 mars. Madame X réalise que si Monsieur Y lui avait révélé cet accord, elle aurait pu vendre son bien à un prix plus élevé. Là, on fait le calcul. Le bien est estimé à 1,4 million d'euros. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un dedans, ça par contre j'aimerais comprendre pourquoi. Le fait qu'il y ait quelqu'un dedans, le bien du coup, il vaut pas 1,4 million, il vaut 1,1 million. Donc elle perd 300 000. Donc là dans l'affaire, donc si on comprend bien, Monsieur Johan, il paye 100 000 euros au locataire, ce qui fait que la vente lui revient à 1,2 million, et il fait un bénéfice net, mais vraiment net, de 200 000. Et quand je dis net, c'est pas net, parce qu'il vient de faire une plus-value et il est taxé dessus. Mais il a fait un bénéfice brut de 200 000 euros, ce qui est quand même déjà pas mal. Madame Xavier saisit alors la justice, le délai pour agir étant de 5 ans à compter de la découverte de la tromperie. Elle assigne donc Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle demande qu'il soit condamné à lui payer 300 000 euros, différence entre le prix perçu et celui qu'elle aurait pu percevoir, pour avoir manqué à l'obligation de loyauté, de bonne foi et de sincérité qui s'impose en manière contractuelle. Voilà, donc ça c'est toujours à débat. C'est vrai que très souvent que le vendeur a des obligations, c'est clair et net, c'est lui qui vend le bien, c'est lui qui le connaît, il faut lui faire peser des choses. L'acheteur, il a rien demandé. On lui a donné le prix, il a dit ok j'achète. Donc, normalement il n'y a pas d'information, normalement il ne devrait pas y avoir de choses. Le principe, l'acheteur il n'est pas censé savoir tout ça. C'est toi qui es censé savoir. Mais, quand même, dans certains cas, là un peu comme celui-là, on est particulier. Il y a eu des manœuvres là de la part de Monsieur Johan quand même. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment bonne foi, sincérité, est-ce que c'est pas un petit margoulin qui a essayé de la faire à l'envers? Donc, Monsieur Johan admet que l'acquéreur est complètement tenu à cette obligation. Mais il affirme que sa bonne foi doit s'apprécier à la date où la vendeuse a consenti à la vente à ces conditions, soit celle de la promesse unilatérale. Or, à cette date, il n'avait pas encore conclu d'arrangement avec le locataire. Le tribunal lui donne raison et déboute Madame Xavier. Donc ça, c'est le résultat de la première instance. Le raisonnement est un peu logique. En octobre, un deal est conclu entre les deux. Ils ont conclu le deal. Ensuite, Monsieur Johan a fait des manœuvres. Mais il était de bonne foi quand ils ont conclu le truc d'abord. Et donc c'est ce que dit le tribunal. Alors en vrai, il y a un twist, et là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu jugés à la va-vite quand même. Enfin, pour des juges. Donc en deuxième instance, la Cour d'appel de Paris saisie juge en revanche que la bonne foi doit s'apprécier au jour où la rencontre des volontés du vendeur et de l'acquéreur s'est faite. Cela ne peut être lors d'une promesse unilatérale où seul le promettant s'engage à vendre et où le bénéficiaire ne contracte pas l'obligation d'acheter. C'est donc le 17 janvier 2012. Or, à cette date, M. Johan avait obtenu le départ du locataire sans en informer Madame Xavier. Et là, c'est là où est toute la subtilité. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de PUV, de promesse unilatérale de vente. Ça porte bien son nom. La promesse est unilatérale. En réalité, en octobre, Madame Xavier s'engage à vendre son bien. C'est elle qui s'y engage. Monsieur Y qui s'engage à rien. À rien du tout. À la limite, la seule chose qui s'engage, c'est que si dans les temps il répond, ce sera sur ce prix-là. À l'inverse d'un compromis de vente. Compromis, regardez, là on était sur une promesse de vente, elle promet. Compromis, c'est une co-promesse, donc c'est je te promets de vendre
et l'autre dit je te promets d'acheter. On pourrait appeler ça une promesse bilatérale de vente, une BPV. Mais la pratique a consacré le terme de compromis de vente. Donc s'il y avait eu compromis de vente, la solution aurait sûrement été différente. Ça a été un arrêt suffisamment important pour que les juges de cassation se penchent dessus. Et du coup, on va avoir là leur avis, le dernier avis. Je vais vérifier. Ah non, c'est toujours, c'est pas passé en cassation. Autant pour moi, c'est pas passé en cassation. Donc, pour expliciter c'est un peu plus, la Cour juge le 24 janvier 2020 que cette dissimulation de la libération des lieux par l'occupant en titre est constitutive d'une réticence dolosive, ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le vendeur. Je lis l'article en entier, Jorel. Ce que la Cour de cassation valide le 19 janvier 2022. L'acheteur, comme le vendeur, doit faire preuve de bonne foi. Ce qu'on peut en retenir, c'est que déjà les prix à Paris sont extrêmement chers. Mais ensuite, c'est vraiment cette histoire de promesses unilatérales de vente et de promesses unilatérales d'achat et de compromis de vente. C'est des notions, dans la pratique, elles sont complètement interchangeables pour beaucoup de cas. Et souvent, on n'y fait pas attention. Et je vais être honnête, pour beaucoup de cas, les agents immobiliers font pas spécialement. Généralement, on fait des compromis. Voilà. Quand il y a les promoteurs, généralement font un peu plus attention. Mais on voit que ça peut vraiment avoir des grosses conséquences. Là, à quoi peut s'attendre Monsieur Johan? Ce qui est intéressant, et là c'est pour ça que j'aimerais bien un peu plus creuser, c'est que là on me parle de réticence dolosive et de droit à dommages et intérêts. Maintenant, à combien on les évalue ces dommages et intérêts? Parce que, à un moment donné, le bien est évalué à 1 400 000. Donc on se rend compte avec cette histoire que Madame Xavier, elle aurait pu vendre le bien, elle aurait perdu 100 000 euros, elle l'aurait vendu 1 400 000, elle aurait pu s'en sortir avec 1 300 000. Donc qu'est-ce qu'on l'indemnise? Est-ce qu'on indemnise les 200 000? Comme ça la vente est égale, comme ce qui aurait pu être le cas. Est-ce qu'on repart sur le prix de vente 1 100 000, 1 400 000, et là on lui donne 300 000? Ou est-ce que on considère qu'elle a eu un préjudice et que donc, non seulement il doit lui payer les 300 000, mais en plus, rajouter dessus? Ça, j'ai pas la réponse, je sais pas si les cours la donnent. Et je pense qu'il y a moyen de gratter dessus. Là, voilà, est-ce qu'on peut en conclure autre chose? Si, on peut en conclure autre chose. Il s'est passé quand même un sacré moment dans l'histoire. Là, peut-être l'erreur de Monsieur Johan, ça a été de faire cette vente peut-être un peu trop vite. Il aurait attendu quelques années, il serait peut-être pas fait choper. Enfin bon. Et pareil, moi il y a un truc que j'aimerais savoir, que je comprends pas dans cette histoire, et c'est pour ça que j'irai chercher. Pourquoi le bien loué vaut moins cher? Est-ce que c'est parce que c'est un locataire embêtant? Est-ce que c'est parce que c'est un locataire qui ne paye pas ses loyers? Et ça, effectivement, c'est dommage, ça dévalue le prix. On ne sait pas, donc on en parlera la prochaine fois.
Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, lâcher un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.